Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce dont on va causer, ce sont des opérations atomiques, et c'est des opérations qui sont donc en fait le support matériel, on va dire, à la synchronisation. Alors bien sûr, la synchronisation c'est quelque chose qui est essentiel dans les programmes, parce qu'en fait on fait du hard dans Aleximal, c'est pas juste parce qu'on aime se faire le mal, c'est parce que vraiment on fait tourner des logiciels sur des machines, et que ces machines elles ont certaines propriétés qu'il faut connaître. Enfin d'ailleurs, un certain nombre d'entre vous, non seulement connaissent ces propriétés, mais peut-être même travailler proche d'elles. Mais donc l'idée là est vraiment de dire, finalement quand on fait des logiciels à large échelle qui va être distribué sur plusieurs machines, sur des machines multicorps, on a un besoin clair qui est ce besoin de coordonner finalement les actions des différents bootsops, quand on fait des TSRL ou même du process, j'ai besoin de partager de la mémoire, on a vu comment on peut le faire grâce à la théorie. Mais en fait ce partage de mémoire ne va pas s'arrêter juste au fait que on accède des données et qu'on lit bien les dernières valeurs qu'on a écrites, encore faut-il savoir dans quel ordre les choses se font et qui fait quoi à quel moment. Et en fait la synchronisation elle est là pour ça. Donc quand vous avez commencé à bricoler des test-threads, vous avez utilisé des fonctions comme test-thread textlock, test-thread textlock, vous avez utilisé test-thread barrière, vraisemblablement, les conwait, consignal et tout ça, et donc ces fonctions-là elles sont implantées au-dessus du matériel pour les faire de manière efficace. Donc la première opération qui a été généralisée c'est ce qu'on appelle le test and set. Donc le test and set c'est en fait une lecture suivie atomiquement d'une écriture. Donc ça c'est quelque chose qui est important, enfin c'est important ici c'est le terme atomique, on va voir qu'est-ce que ça veut dire en pratique effectivement. Et donc à partir du moment où je fais l'hypothèse que j'ai cette instruction qui existe, je peux écrire une piste de verrou en faisant par exemple, alors je vais l'écrire sous forme d'assembleur RISC-V, et donc cette opération par exemple elle prend le registre XI et elle va mettre dans X, voilà, enfin, et puis une adresse ici, donc 0 par exemple de XJ. Donc ce que fait l'opération ici c'est XI va prendre le contenu de la mémoire à l'adresse XJ, donc on va lire ce truc là on met dans le registre du processeur et en même temps, c'est noté par cette petite barre parallèle, je vais faire même le XJ en 1. Et là le hardware me garantit qu'entre le moment où je récupère la valeur de la carte mémoire XJ dans XI et le moment où je mets 1 dans la carte mémoire correspondante, il n'y a pas d'autre processeur qui a pu accéder pour faire la moindre modification. Donc si on était sur un monoprocesseur par exemple, on aurait cette garantie en écrivant deux instructions qui seraient, si j'écrivais un load sur un monoprocesseur, si j'écris load word dans par exemple x2, 0 de x3, et puis forward en supposant que j'ai dans x1 la valeur 1, 0 de x3, si je suis sur un monoprocesseur, même ça c'est dangereux. Alors pourquoi c'est dangereux? Parce que je peux avoir une interruption qui arrive ici. Parce que si j'ai une interruption qui arrive entre le moment où je fais mon load word et le moment où je fais mon forward, eh bien ces deux opérations là ne sont pas faites de manière atomique. Donc en fait si je voulais faire ça sur un monoprocesseur, je suis quand même obligé de masquer les interruptions. Donc ça c'est une chose qu'il faut que vous ayez en tête aussi. C'est-à-dire que même sur un monoprocesseur, finalement quand je veux faire la prise d'un log quelque chose comme ça, je suis quand même obligé de prendre une précaution qui est de garantir qu'aucune interruption ne peut péter entre le moment où je récupère la valeur de ma variable et que je puisse une nouvelle valeur. Donc là il faut un masquage décidé pour que ça marche. Par exemple dans le petit système que vous êtes en train de faire à Aleximal, vous n'avez pas ces problèmes parce que vous ne faites pas des threads, vous pouvez faire de la mémoire partagée éventuellement, mais bon, c'est pas évident que je vais vous passer, et donc on n'a pas forcément besoin d'opérations atomiques ici. Mais si vous deviez en avoir, il faudra faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'interruption qui puisse être contrôlée. Donc on voit que quand on veut le faire en multiprocesseur comme c'est le cas ici, on est obligé d'avoir cette garantie. À partir du moment où j'ai cette garantie, on va supposer qu'on l'a, on va voir comment on l'implémente après, et bien je peux écrire une opération du style loop. Donc l'hypothèse en fait c'est que mon test and set, mon verrou va contenir 0 s'il est libre et 1 s'il est. Et donc maintenant je peux écrire le loop qui va prendre le lock, donc si j'ai une fonction lock, donc je vais faire loop là-dedans qui va être test and set par exemple x2 0 3. Et donc maintenant il faut que je teste la valeur de x2, est-ce que x2 vaut 0 auquel cas j'ai le lock, ou est-ce qu'il vaut 1 auquel cas je n'ai pas le lock, il faut que je recommence, donc je vais faire un BNEZ, enfin bon, branch not equal 0 de x2 dans loop, et puis en fait la suite est ici, là je suis sûr d'avoir 0. Donc là c'est ce qu'on appelle une section. On est sûr d'avoir accès à ce verrou. Alors d'ailleurs une chose importante à bien considérer aussi c'est que ce que fait un verrou finalement c'est protéger les instructions. C'est-à-dire que ça ne protège pas une zone mémoire en tant que telle, mais le verrou fait avec un test and set, ça va protéger les instructions qui potentiellement accèdent à cette zone mémoire. Ça va faire en sorte que les loads et les stores qui vont être derrière vont avoir la protection de ce verrou. Mais en fait il n'y a pas en tant que tel une zone mémoire qui est protégée. C'est vraiment la façon dont le code est écrit qui fait qu'on a la garantie à ce moment-là qu'il y a personne d'autre qui peut accéder à cette zone-là parce que celui qui est censé par ailleurs y accéder en même temps que moi, par contre le même verrou, c'est que quand il va lire ce même verrou, eh ben, il va voir qu'il n'a pas le droit de progresser. Donc ça c'est important de bien avoir ça en tête parce que finalement ce que fournissent les gens qui font le matériel c'est une instruction dans une certaine sémantique et les gens qui font le logiciel autour, eh ben, ça va être à eux d'assurer que quand ils vont exploiter cette instruction, ils l'exploitent à bon escient pour garantir que les accès qu'ils vont faire derrière vont bien être ceux qui correspondent à ce qu'ils veulent. Donc on voit ici que finalement le test and set c'est quelque chose qui est très simple à utiliser puisque je vais juste faire une boucle directe et donc tester certaines valeurs. Donc le plan c'est que en supposant qu'au départ mon verrou est locké par exemple ici, et bien je vais recharger la valeur de mon verrou et ce dont je me rends compte assez rapidement c'est que si le verrou est pris, je boucle et en fait à un moment le verrou va être espérément relâché par celui qui détient et à ce moment-là x2 va passer à 0 donc je vais bien lire un 0 et donc moi je vais mettre un, donc si quelqu'un d'autre est en train de faire la même opération exactement en même temps lui comme l'opération est atomique il va avoir un 1 et à ce moment-là je peux continuer donc le unlock là-dessus lui il est fort simple puisque ça va être tout bêtement un forward de x0 en 0 de en supposant que la valeur de mon de x. Donc je rappelle x0 ça contient toujours 0 dans x5 donc c'est pour ça que je peux l'utiliser exactement j'en ai pas et donc ça me joue. Donc il n'y a pas de problème de race condition sur le unlock puisque lui n'importe celui qui a le lock qui a le droit de faire un unlock donc maintenant c'est bon. Alors j'ai quand même dit un truc tout à l'heure en disant ici imaginons qu'il y a deux process, enfin deux threads on va dire P1 et P2 qui sont sur chacun, enfin deux processeurs qui ont un thread qui veut accéder à la même zone donc lui là il va faire un test and set x2 0 2 3 et ici donc il va faire la même chose donc ce que je suis en train d'essayer de montrer ici c'est les entrelacements possibles on va essayer de passer donc là on a ça là et donc ce qu'on voit bien c'est que ici il faut que quand lui arrive enfin si lui a pris lock quand lui va récupérer x2 il faut que x2 vaille absolument 1 si lui récupère 0 donc il faut absolument que l'opération test and set soit atomique et puis inversement pareil donc on voit que là ça va bien se passer parce que les deux opérations sont la même et ils garantissent toute la tonicité de la mise à 1. Alors en termes d'implantation finalement la première chose qu'on peut se dire c'est voilà comment est-ce qu'on doit assurer que comment est-ce qu'on peut faire pour assurer qu'un test and set va bien se passer. Donc l'image on va faire d'abord l'image finale un truc c'est-à-dire que je sais pas j'ai mon CPU 0 qui est ici là j'ai mon bus là j'ai CPU 1 qui est là j'ai ma mémoire qui est là et donc comment est-ce qu'on fait en quelque sorte pour garantir qu'un CPU va réussir à accéder ici à mon verrou B qui est là. Alors si on revient au cours numéro 1 alors je suis on calme pas ici en fait ce qu'on avait vu c'est que dans le cours numéro 1 quand on a un bus ici alors tant qu'on n'a pas de requête vers le bus enfin alors donc c'est excusez-moi mon truc est, si je fais requête ici ça va pas le faire du tout.